Ceci est un authentique affichage LCD datant de 2015, et je n'en suis pas peu fier. On n'en fait plus des comme ça ici, c'est une pièce d'électronique rare. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui on allait comprendre son fonctionnement, parce qu'à votre époque, ce type d'écran est encore largement répandu. Bienvenue dans Pionnier. Je pense que vous le savez, il y a plusieurs types d'écrans. Il y en a même beaucoup et on n'aura pas tous le temps de les passer en revue. Voilà pourquoi on va surtout parler de l'affichage LCD et un peu de l'OLED. Concernant la temporalité, la première technologie vraiment démocratisée est le tube cathodique. Vous savez, les fameux écrans d'ordinateur des années 90. Elle est apparue en 1934. Il a été progressivement remplacé à partir de 1982 par le LCD, lui-même lentement détrôné par l'OLED en 2007, bien que la concurrence soit encore rudement présente. Il y a également la technologie des écrans plasma qui s'intercale entre 1964 jusqu'à 2014, date d'arrêt de leur production. On va donc se concentrer sur une minuscule partie de l'histoire de la technologie de l'affichage, mais qui intervient à un moment très important, puisque c'est elle qui va vraiment démocratiser les écrans pour la majorité de la population grâce à un coût de fabrication relativement bas et une bonne qualité d'affichage. La lumière est une composante importante des écrans, et bien la maîtriser, c'est avoir un écran qui consomme peu, ou en tout cas moins que la génération précédente, qui émet des couleurs plus vives, mais surtout qui prend moins de place. Si elle est effectivement composée de photons, particules sans masse, la lumière est également une onde qui est associée à ces mêmes photons. Une onde qui est en fait la combinaison de deux autres, une électrique et une magnétique. La combinaison n'est pas hasardeuse et les deux composantes sont toujours en phase, c'est-à-dire qu'elles atteignent maximum et minimum en même temps. Si l'on prend de la lumière émise par le soleil ou une lampe classique comme une LED, le champ électrique dont la perturbation est l'onde électrique vibre dans des directions aléatoires. Grâce à un objet spécial que l'on appelle polariseur, il est possible d'aligner le champ électrique de l'onde électromagnétique qu'est la lumière dans une seule direction. Voyez le polariseur comme un filtre qui ne laisse passer que les rayons lumineux dont le champ électrique est correctement aligné avec ce pourquoi il a été conçu. Vous avez déjà probablement rencontré ce genre de technologie sans le savoir puisque les polariseurs sont notamment utilisés dans les lunettes de soleil. Le phénomène d'alignement du champ électrique par un polariseur est très intéressant. Si l'on en prend deux qui polarisent la lumière verticalement et qu'on en tourne un de 90 degrés de sorte qu'il la polarise horizontalement, la surface paraîtra noire. Le premier polariseur force les rayons lumineux à avoir leur champ électrique qui oscille de bas en haut. Tout autre rayon est stoppé par celui-ci. Le second polariseur, lui, ne laisse passer que les rayons dont le champ électrique oscille de gauche à droite. Il n'y a donc aucune lumière qui ne peut passer. Précisons rapidement que nous ne pouvons pas faire la différence entre lumière normale et polarisée avec nos yeux, alors que certains animaux, eux, le peuvent. C'est le cas des chauves-souris ou des abeilles par exemple. Vous vous demandez probablement pourquoi je parle de ça, mais tout est lié, alors gardez l'histoire du polariseur dans un coin de votre tête, on va y revenir. Un écran est composé de millions de pixels selon sa définition, c'est-à-dire son nombre de pixels total. Pour toute technologie, un pixel est en fait composé de 3 sous-unités nommées sous-pixels qui émettent chacun une couleur précise, bleue, rouge ou verte. Pourquoi? Parce que nos yeux sont composés de cellules dénommées cônes qui perçoivent chacune de ces 3 couleurs dites primaires. Notre cerveau interprète donc chaque couleur comme étant un mélange de rouge, de vert ou de bleu. C'est donc en faisant varier la luminosité des 3 sous-pixels que l'on peut recréer une grande partie du spectre visible pour nous, êtres humains. Par exemple, si l'on mélange uniquement du bleu et du rouge, on obtiendra du violet. Chaque pixel a donc 3 voies de communication appelées canaux RGB pour rouge, vert, bleu et qui permet de contrôler la luminosité d'un des 3 sous-pixels. Chaque canal est donc indépendant des autres et peut prendre dans la plupart des cas jusqu'à 256 niveaux de luminosité. À 0, le sous-pixel est éteint et donc noir. À 255, il est allumé à son maximum. Si l'on considère maintenant toutes les couleurs possibles, on a 3 canaux à 256 niveaux chacun, ça fait 256 au cube, soit 16 777 216 couleurs possibles, et ce pour chaque pixel de l'écran. On est donc plutôt bien. Ce que je viens de raconter est valable pour la quasi-totalité des écrans, ce qui fait que les systèmes sont assez bien compatibles entre eux. Leurs différentes technologies vont plutôt se distinguer dans leur manière de régler les 256 niveaux de luminosité pour chacun des 3 canaux et dans leur efficacité à le faire. Précision de la couleur émise, énergie consommée, rapidité, etc. Les affichages LCD pour Liquid Crystal Display vont utiliser des cristaux liquides pour allumer plus ou moins fort les sous-pixels.
Un cristal liquide porte relativement bien son nom. C'est un liquide qui a les propriétés d'un solide cristallisé. Alors on ne va pas aller trop dans le détail parce que ça mérite une vidéo complète de 4 heures, mais en très résumé, les écrans LCD utilisent des cristaux liquides dans un état dit nématique. Cela signifie que les molécules, bien que sous forme liquide, s'orientent spontanément dans une même direction. Sans grande précision, mais il y a tout de même une orientation générale qui se produit. Voici une comparaison avec un liquide classique comme de l'eau. Ce n'est pas du tout pareil. Mais bref, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que ces molécules sont extrêmement sensibles au champ électrique, car un endroit de la molécule est plutôt positif et un autre plutôt négatif. Elle agit donc comme une sorte de boussole qui peut s'orienter. Cela signifie que si elles s'alignent naturellement dans une direction, on peut les forcer à s'orienter dans une autre en appliquant un courant électrique entre deux électrodes, une positive et une négative. Comme on l'a vu auparavant, le but de la technologie LCD, ou quelle qu'elle soit, est de faire varier la luminosité des 3 sous-pixels RVB. Or, les cristaux liquides ont la propriété de pouvoir modifier la direction d'oscillation du champ électrique de la lumière polarisée, donc sa direction de polarisation. Si l'on place les molécules entre deux plaques de verre rainurées dont les rainures sont perpendiculaires, on peut inviter les molécules du cristal liquide à se tourner d'une orientation de départ à une orientation d'arrivée. En l'occurrence ici d'horizontale à verticale, ce qui permet à la lumière polarisée de prendre petit à petit la direction de polarisation souhaitée qu'elle n'avait pas avant de passer les plaques. Voici maintenant le fonctionnement plus détaillé d'un pixel. La source lumineuse, communément appelée rétroéclairage, est située à l'arrière. Un polariseur polarise alors la lumière émise par ce dernier dans une direction bien précise. Cette lumière passe ensuite entre les deux plaques de verre, puis par un second polariseur tourné de 90 degrés par rapport au premier. Lorsque rien n'est présent, la lumière n'est pas polarisée dans la bonne direction et le second polariseur ne la laisse pas passer. En revanche, si l'on place notre système entre les deux plaques, la lumière est progressivement polarisée dans le bon sens et elle peut passer sans aucun problème. Comme on ne peut pas s'amuser à retirer et rajouter la couche qui contient les cristaux liquides, on utilise plutôt deux électrodes qui prennent en sandwich le dispositif au niveau des plaques de verre pour créer un champ électrique. Plus le champ électrique est fort, plus les molécules vont s'aligner correctement avec lui et donc rompre le guide qu'elles formaient pour la lumière. Si le champ est trop fort, toutes les molécules sont alignées avec lui et la lumière ne change plus de direction de polarisation. C'est donc comme si la cellule était vide et elle ne peut plus passer à travers le sous-pixel. Il apparaît donc comme éteint. Cet ingénieux système est répliqué 3 fois. Des filtres rouges, verts et bleus se chargent ensuite de convertir la lumière généralement blanche du rétroéclairage en une des 3 couleurs primaires. Et voilà, on a un pixel en parfait état de fonctionnement. Enfin, presque, parce que la technologie que je viens de vous présenter est la technologie TN pour Twisted Nematics. Et elle est, comment dire, un peu obsolète de nos jours. Aujourd'hui, c'est la technologie IPS pour In-Plane Switching qui est la plus utilisée, bien que plus chère à produire. Première différence, les électrodes sont au même niveau. Le champ électrique qui aligne donc les cristaux liquides n'est plus vertical mais en forme de parabole. Ensuite, les plaques en verre ne sont plus rainurées et les cristaux liquides sont légèrement différents. Toutes ces petites modifications font que pour un pixel IPS, ne pas appliquer de courant a pour conséquence de ne pas polariser la lumière car toutes les molécules sont alignées. C'est l'inverse d'un pixel TN qui, si on ne lui applique pas de courant, lui reste allumé. C'est en créant le champ électrique que l'on forme un chemin qui modifie la direction de polarisation de la lumière et qui donc la laisse passer. Alors évidemment, c'est bien plus compliqué, mais c'est l'idée, on a déjà un principe général. La technologie IPS est souvent équipée d'une couche supplémentaire nommée TFT pour Thin Film Transistor. Il s'agit d'une couche supplémentaire de gestion de la puissance insérée entre le substrat en verre et les électrodes. Ici donc. Sur cette couche, chaque pixel a un ou des transistors qui lui sont attribués. Cela permet de modifier les pixels en passant par les transistors et non plus par les électrodes qui peuvent influencer les pixels avoisinants. Ce qui fait que chaque pixel a désormais un interrupteur on-off qui permet de laisser passer ou non le signal censé passer par les électrodes. Cela améliore la clarté mais surtout la vitesse du système. Au lieu de couper la source d'énergie directement, on ne fait que la bloquer. Cette couche est malheureusement composée de terres rares comme l'indium ou le gallium. Voilà, maintenant on a un pixel fonctionnel amélioré. Bien sûr, il y a un tas d'autres technologies pour améliorer la vitesse du système, la précision des couleurs émises ou encore la consommation d'énergie. Mais on va s'arrêter ici pour le moment. Le rétroéclairage est quant à lui complètement détaché et forme une couche qui n'a pas besoin d'être contrôlée pixel par pixel puisque l'on contrôle déjà le passage ou non de la lumière émise. C'est d'ailleurs à cause de lui que les écrans LCD n'ont pas des noirs dits profonds, car même si l'on essaye de bloquer toutes les sources de lumière,
il y aura toujours des fuites quelque part. Alors qu'un pixel OLED est composé littéralement de 3 microscopiques LED qui, si elles sont éteintes, sont éteintes. Le rétroéclairage était à l'origine composé de tubes fluorescents semblables à des néons. Mais comme il y avait du mercure dedans, cela a été progressivement abandonné parce que c'est déjà assez compliqué comme ça à recycler. Aujourd'hui, le rétroéclairage est principalement constitué de LED qui font soit toute la surface de l'écran, soit uniquement le pourtour. Attention donc, si vous achetez un écran LED, ce n'est pas un écran composé de LED, mais bien un écran LCD éclairé par des LED. Et cela change tout puisqu'un écran OLED, qui est littéralement composé de 3 microscopiques LED, est lui bien plus cher. Il y a donc certainement des profiteurs qui ont su profiter de cette ambiguïté. C'est après ce long périple à travers pixels et cristaux liquides qu'il est temps de nous séparer. Nous nous reverrons prochainement pour parler des batteries. Il est grand temps parce qu'elles sont absolument partout. Et rappelez-vous que pendant que vous êtes derrière votre écran, des millions de pixels s'activent et se désactivent entre 60 et 240 fois par seconde pour vous offrir un moment de divertissement sans précédent. On a tendance à l'oublier ça.